Cicéron face à Catilina. Tshisekedi face à ses adversaires. Quand les alliés changent de camp. Rome, 63 avant Jésus-Christ. Un homme arrive au sommet de la République romaine. Il ne vient pas d'une grande famille aristocratique. Il s'appelle Marcus Tullius Cicero. Élu consul, Cicéron pense devoir principalement gouverner. Mais il va découvrir une autre réalité. Le plus grand danger pour un pouvoir ne vient pas toujours de l'extérieur. Parfois, il se trouve déjà à l'intérieur du système. Face à lui se trouve Lucius Sergius Catilina. Catilina a perdu les élections consulaires, mais il refuse de disparaître. Selon les sources antiques, il rassemble autour de lui des hommes mécontents, des partisans et des vétérans, tandis qu'un projet violent contre l'ordre politique romain se dessine. Et bientôt, Cicéron apprend qu'un complot se prépare. Mais comment le sait-il? Par des informations qui circulent dans l'ombre. Un conspirateur, Quintus Curius, laisse échapper des informations à sa maîtresse Fulvia, qui les transmet à son tour. Puis les envoyés gaulois des Allobroges, sollicités par les conspirateurs, choisissent finalement de trahir ceux qui les avaient approchés et transmettent leurs informations aux autorités romaines. Ils obtiennent même des preuves écrites. Autrement dit, dans le camp de Catilina, quelqu'un parle. Et dans le camp de Cicéron, quelqu'un écoute. C'est le début de la chute de la conspiration. Cicéron dénonce Catilina devant le Sénat. Catilina quitte Rome et rejoint ses partisans armés. La crise politique devient alors une véritable confrontation militaire. À Rome, les conspirateurs restés dans la ville sont arrêtés. Mais Cicéron doit encore convaincre le Sénat de les condamner. Le débat est terrible. Faut-il les exécuter immédiatement ou leur accorder un procès? Jules César s'oppose à l'exécution immédiate. Caton, au contraire, soutient une réponse extrêmement sévère. Finalement, les principaux conspirateurs détenus à Rome sont exécutés sans procès. Cette décision permettra à Cicéron d'être célébré comme le sauveur de la République, mais elle deviendra également l'une des grandes controverses de sa carrière politique. Et Catilina, il ne capitule pas, il prend la tête de ses forces. Mais son armée se réduit notamment par les désertions. Puis vient le dernier acte, la bataille de Pistoia en janvier 62 avant Jésus-Christ. Catilina est vaincu et tué. La conspiration est écrasée. Cicéron a gagné. Mais son histoire nous enseigne déjà quelque chose de terrible. Un pouvoir peut gagner une bataille contre ses ennemis et perdre ensuite sa stabilité politique. Car Rome ne sera pas sauvée définitivement par la victoire de Cicéron. Quelques décennies plus tard, la République romaine s'effondrera dans les guerres civiles. Et maintenant, regardons vers la RDC en 2019. Félix-Antoine Tshisekedi arrive à la présidence de la République. Mais contrairement à Cicéron, il ne commence pas son mandat dans une république vieille de plusieurs siècles. Il prend les commandes d'un État marqué par des décennies de conflits, des institutions fragiles, des groupes armés et des alliances politiques complexes. Et là encore, les alliances ne restent pas éternelles. Des hommes qui ont travaillé avec le pouvoir deviennent progressivement ses adversaires. Joseph Kabila, ancien président et acteur majeur de la vie politique congolaise, s'éloigne du pouvoir. Moïse Katumbi, qui avait été associé à la coalition au pouvoir au début de la présidence Tshisekedi, devient un opposant. Et Corneille Nangaa, ancien président de la Commission électorale nationale indépendante, devient ensuite le dirigeant politique de l'Alliance Fleuve Congo, mouvement politico-militaire. Allié au M23 et sanctionné par le Conseil de sécurité de l'ONU. L'ONU indique que l'AFC soutient politiquement et opérationnellement le M23 et appelle au renversement du gouvernement congolais. Et c'est ici que la comparaison devient particulièrement intéressante. Comme à Rome, l'information devient une arme. À Rome, les conspirateurs sont découverts parce que des informations sortent de leur propre camp. En RDC, dans une guerre moderne, l'information militaire, politique et stratégique peut également devenir déterminante. Un homme connaît une position, un autre connaît une stratégie. Un troisième connaît les faiblesses de son ancien camp. Et lorsqu'un homme change de camp, ce qu'il savait hier peut devenir une arme contre ceux qu'il servait hier. C'est une réalité classique des guerres et des crises politiques. Mais attention, cela ne signifie pas que tous les opposants congolais sont des traîtres. Être opposant dans une démocratie n'est pas trahir son pays. Le problème commence lorsque la compétition politique quitte les institutions et se transforme en violence armée. Et c'est là que l'histoire devient beaucoup plus inquiétante. À Rome, Catilina voulait renverser l'ordre politique par la force. En RDC, l'existence de l'AFC M23 a transformé une partie de la confrontation
en conflit politico-militaire. L'ONU a documenté l'extension du conflit dans l'Est et, en 2026, continue de soutenir les négociations entre le gouvernement congolais et l'AFC M23 pour réduire les violences et restaurer progressivement l'autorité de l'État. Alors apparaît une question fondamentale. Pourquoi un État doit-il toujours attendre que ses adversaires prennent les armes pour chercher une solution politique? C'est peut-être ici que Cicéron nous donne une leçon, mais aussi un avertissement. Cicéron avait remporté son duel contre Catilina. Pourtant, il n'avait pas réussi à sauver définitivement la République romaine. La victoire contre un homme ne suffit donc pas. Il faut construire des institutions capables de survivre à l'homme qui gouverne et à ceux qui veulent le remplacer. La grande leçon pour la RDC, imaginez un enfant qui construit une maison. Il peut chasser un voleur qui entre par la porte. Mais si la maison n'a pas de mur solide, demain, un autre voleur entrera par la fenêtre. C'est exactement le problème d'un État fragile. On peut vaincre une rébellion, puis une autre apparaît. On peut conclure une alliance. Puis l'ancien allié devient adversaire. On peut remplacer un dirigeant. Puis le nouveau dirigeant découvre les mêmes problèmes et le cycle recommence. La RDC ne gagnera donc pas seulement lorsque le gouvernement aura vaincu tel ou tel mouvement. Elle gagnera lorsque personne n'aura plus besoin de prendre les armes pour se faire entendre. Lorsque l'opposant pourra perdre une élection et rentrer chez lui sans craindre d'être éliminé. Lorsque celui qui gagne une élection saura qu'il devra un jour quitter le pouvoir. Lorsque l'armée obéira à la République plutôt qu'à des individus. Lorsque les renseignements serviront à protéger le pays et non à régler des comptes politiques. Et surtout, lorsque changer de camp politique ne signifiera pas automatiquement devenir l'ennemi de l'État. Et voici le véritable enseignement de Cicéron. Catilina a été vaincue. Mais Rome n'a pas été sauvée pour toujours. C'est pourquoi la question essentielle pour la RDC n'est pas « Qui va gagner contre qui ?» La vraie question est « Comment construire un État qui reste debout, même lorsque les hommes changent de camp ?» Parce qu'un président peut gagner contre ses adversaires. Un rebelle peut conquérir une ville. Un opposant peut gagner une élection. Un ancien allié peut devenir un ennemi. Mais si les institutions restent faibles, le cycle recommence. Et l'histoire, elle, ne prend jamais parti. Elle observe. Puis elle répète la même leçon à ceux qui refusent de l'écouter. Si cette réflexion vous parle et que vous souhaitez découvrir d'autres analyses de l'histoire, de la société et de la RDC, abonnez-vous à la chaîne. Ici, l'histoire ne sert pas seulement à regarder le passé. Elle nous aide à comprendre le présent et à imaginer l'avenir. Abonnez-vous à la chaîne et rendez-vous pour la prochaine histoire.